En ce moment précis, je suis en vacances et j'utilise mes vacances pour écrire et publier des livres pour enfants. Je me suis mise dans un projet de publier 10 livres illustrés pour des enfants entre 6 et 12 ans en 4 langues. Et l'idée, c'est bien sûr de mettre dans ces livres, dans ces histoires, des valeurs qu'on aimerait que les enfants aient, qu'ils puissent grandir avec ça. Voilà, donc, quelles sont ces valeurs? Alors, des valeurs très simples qui devraient être, je suppose, voilà, universelles, intuitives, tout simplement des valeurs de partage, des valeurs de respect de l'autre, des valeurs d'échange. Par exemple, il y a une toute petite histoire de rien du tout où c'est une colonie de fourmis qui parle des êtres humains et qui parle des humains qu'ils voient autour d'eux, qui disent « Ah, bah, ces humains, quand ils se rencontrent, ils se disent bonjour, ils se reconnaissent entre êtres humains, ils se remercient, ils se demandent pardon, ils se souhaitent des choses. » Donc, c'est ces fourmis qui parlent des êtres humains en parlant de ce qui font d'eux, de ces êtres humains, des humains. Et à la fin, ils disent, bon, ils sont là, cette colonie particulièrement, et ils font attention aux êtres humains. Quand les êtres humains perdent cette capacité d'être vraiment en relation les uns avec les autres, de se souhaiter de bonnes choses, cette colonie, elle décampe. Elle sait que c'est le moment d'aller ailleurs. Parce qu'ils veulent vivre, cette colonie veut vivre avec des humains qui restent humains, par exemple. D'où tu tires la philosophie de ces livres? Parce que tu es aussi connue un peu comme, pas activiste, mais en tout cas militante panafricaine, travaillant pour découvrir les talents africains. Voilà, ça, on va en parler après, mais qu'est-ce qui t'a amené justement à ces histoires? Est-ce que c'est des histoires que tu puises dans une tradition, ou est-ce que ça vient de ton imagination? Alors, la plupart des histoires, ça vient de l'imagination, et c'est même, je dirais, ce sont des histoires, je ne veux pas dire prédéterminées, parce que avant l'histoire, c'est d'abord qu'est-ce que je veux dire dans l'histoire. C'est ça qui crée l'histoire. Quand une des histoires raconte comment, voilà, une colonie de singes cultive et qu'il y a une colonie de babouins qui viennent, un groupe de bandits babouins qui viennent dans le champ pour non seulement manger et prendre des choses, mais détruire ce qu'ils trouvent et après faire de gros caca et le laisser là-bas. L'histoire, réellement, ce que j'essaie de montrer avant d'imaginer l'histoire, c'est que ce que je tire de ce que je sais, c'est d'abord que je connais des endroits où, quand on entre dans un champ qui n'est pas le sien, on a le droit de manger. C'est-à-dire, quand il y a des fruits, qu'on le prenne et qu'on mange, ça fait partie de la loi de la vie. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de prendre pour partir avec, par exemple. Et c'est des valeurs connues. Et c'est des valeurs, bon, qui s'oublient et que peut-être des enfants aujourd'hui ne connaissent pas. C'est-à-dire de comprendre qu'il y a une façon de vivre ensemble. Il y a des règles qui permettent à ceux qui ont besoin d'avoir d'avoir accès à ce dont ils ont besoin sans faire du mal ou du tort aux autres. Donc, l'histoire est racontée, je l'ai créée sur la base de ce que je veux véhiculer d'abord. Et la plupart de mes histoires sont comme ça. Voilà. Où en est le Sénégal en 2021? Le Sénégal en est là où est le monde en 2021. 2021, voilà, nous sommes dans un monde pas simple, bien qu'on ait des opportunités inestimables,
en termes de richesse, de possibilités, de capacité, en termes de potentiel. La plupart des Sénégalais, comme la plupart des gens à travers le monde, n'ont pas accès à ces possibilités, à ces richesses, à ce bonheur ou à ces joies qui pourraient tout à fait être accessibles. Et voilà, nous sommes là, je dirais, dans une marche, hein, nous suivons la marche de ce monde qui agrandit, je dirais, un fossé entre ceux qui ont, ceux qui peuvent et ceux qui n'ont pas et ceux qui ne peuvent pas. C'est bien triste puisque les possibilités sont énormes et que tout le monde peut vraiment avoir accès à ce dont il a besoin, et que cette petite minorité de gens qui continuent à accumuler n'ont même plus besoin de ce qu'ils voilà, continuent à accumuler. Ce qui est étonnant, c'est que ça se sait, ça se dit partout, n'importe qui le dit, le Sénégalais lambda, l'activiste, l'intellectuel, l'homme du peuple, la femme du peuple. Tout ça se dit et pourtant rien ne se fait. Comment tu expliques? Est-ce que c'est de l'inertie politique? Est-ce que c'est du défaitisme? Est-ce que c'est une habitude? Alors, encore une fois, au Sénégal comme partout dans le monde, on n'est pas différents, hein? On est des êtres humains, et c'est beaucoup plus facile de rester dans ce qu'on est, et c'est beaucoup plus simple de ne pas bouger, même quand la situation est totalement inconfortable. Et très souvent, il n'y a pas cette foi, cette croyance en la possibilité de quelque chose de différent, ou en tout cas de façon drastique, de façon globale. Peut-être des gens, certaines personnes osent espérer quelque chose de différent pour eux-mêmes en tant qu'individus, en se disant je peux me battre, je peux essayer, ce que tout le monde ne fait pas, bien sûr. Certaines personnes peuvent avoir l'ambition de changer de condition, mais une grande majorité reste dans ce qu'elle est. Et au-delà de ça, ce n'est pas toujours donné qu'il y ait une conscience collective qui pousse vers une action collective. Même quand la conscience collective est là, ça prend du temps pour l'action collective. Et aussi, il y a la peur. Il y a la peur de la répression qui est là. Il y a la peur de l'échec. Et surtout, quand c'est inconnu, quand on ne sait pas, on se dit voilà pourquoi moi je vais faire les frais pour ce changement que je ne verrai pas. Donc c'est vraiment une très petite minorité qui oserait dire non, qui oserait se tenir. Et ça, je pense que ce n'est pas spécifique au Sénégal. Tu as grandi où? J'ai grandi au Sénégal. Et j'ai passé la plupart de ma vie, en tout cas de mon temps au Sénégal. J'ai vécu au Mali aussi, avant, particulièrement quand j'étais voilà, enfant. Et aussi, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, en Amérique du Nord, Amérique latine, en Europe, en Asie. J'ai rencontré beaucoup de gens et tissé des relations extrêmement profondes et fortes avec des gens extrêmement différents de moi et de ce que je connais.
Je dirais ça. Qui tu as rencontré qui reste encore très fort en mémoire? Par exemple, quelques exemples. Mon Dieu, il y en a tellement. Mes amis du Pérou, mon ami du Pérou qui est sage-femme, homme, sage-femme. Voilà, c'est quelqu'un qui m'est resté, qui a un modèle de vie et des croyances et des façons de faire complètement différentes de ce que je connais, mais pour qui j'ai tellement d'affection, de respect. Je peux penser à mon ami Kiri à Aotearoa, New Zealand, qui vient des tribus autochtones de là-bas, qui aujourd'hui est avocate, politicienne. Voilà. Et aussi une personne qui a fait un choix, ou en tout cas qui a une orientation sexuelle différente, donc et que aussi j'aime et respecte énormément, hein. Donc quand je pense à tous ces gens, mon amie Yvonne qui est de l'Alaska, qui est chef aussi indigène, qui a toujours vécu là-bas, qui vit autrement en termes de juste sa vie de tous les jours. Bon, quand je dis autrement, c'est vraiment autrement en termes de climat, de ce qu'il mange, de comment il vit. Donc, voilà, de la Thaïlande. Hein, donc, ce sont des gens peut-être avec qui je ne suis pas en contact tous les jours, mais je ne pense pas qu'il y ait des jours où je ne pense pas à eux ou elles, ou que je ne me réfère pas à eux, malgré la distance, malgré la différence. Ouais, parce que voilà, ils m'ont marqué. Tous ces voyages à travers des cultures différentes, des horizons différents, te donnent une vision un peu de la nature humaine dans sa globalité. Est-ce que tu dirais que l'être humain est fondamentalement mauvais? Non. J'ai rencontré beaucoup d'êtres humains et peut-être que j'ai eu la chance, mais j'en doute. Je ne suis pas si différente que les autres. Et j'ai rencontré beaucoup d'êtres humains extraordinaires, fondamentalement. Être humain fondamentalement mauvais, je n'y crois pas. Je pense que tout dépend de ce qu'on a, ce qu'on nous donne, des conditions dans lesquelles nous sommes élevés, déjà dans la famille, mais aussi les cultures dans lesquelles nous sommes, les pressions sous lesquelles nous sommes, qui font de nous très souvent qui nous sommes. Bien sûr, il y a un choix à faire. Les mêmes personnes peuvent être mises dans les mêmes conditions et voilà, sortir différemment. Il y a des choix. Il y a un moment où on décide voilà, ce qu'on fait de ce qu'on a, de ce qu'on a reçu ou pas. Est-ce qu'on transmet ce qu'on reçoit de mal, la violence qu'on connaît, qu'on a reçue, ou est-ce qu'on la transforme? Est-ce qu'on la dépasse? Est-ce qu'on on apprend à partager, même si on n'a pas reçu? Ça, ce sont des choix. Mais je dois dire que j'ai rencontré des êtres humains lumineux, extraordinaires, beaucoup d'entre eux. Je connais aussi, et j'ai rencontré des personnes mauvaises, ou en tout cas qui ont fait du mal, et qui soit le font consciemment ou inconsciemment, ne voient pas toujours le choix qu'ils ont ou pas de le faire. Mais je dis, peut-être que je suis juste une optimiste, hein.
Je dis que c'est possible, en tout cas, de faire la différence, d'avoir une majorité de gens qui feraient ce qui est bien. Pourtant, tu as parlé du Sénégal en disant qu'il y en a qui s'accaparent, le pouvoir et que ça existe aussi partout dans le monde. On a au Sénégal des gens qui excisent des jeunes filles. On ne peut pas dire que ça soit fondamentalement bon, même si on indexe ça sur des traditions et autres. On a des violeurs, on a des hommes qui tuent leurs femmes, comme partout ailleurs, hein, bien sûr. On a des gens qui sont cyniques. Donc ça aussi, c'est la nature humaine. Ça a fait couler le sang pendant des siècles. On a une femme qui est encore infériorisée partout, et également au Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas une jouissance quand même à faire le mal, une jouissance à posséder plus que le voisin, une jouissance à jouir au détriment de l'autre? C'est quand même une réalité, sinon comment combattre le mal, comment combattre le négatif? Je dirais que, bon, ce n'est pas ma perception. Ce que je vois, je ne suis pas sûre. Bon, il y a sûrement, hein, il y en a les psychopathes, etc. Ça existe, hein, mais je considère que c'est des minorités de gens qui jouissent du mal. La plupart des gens, y compris ceux que je juge mauvais, ne tiennent pas dans le mauvais. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu trouverais quelqu'un qui s'accapare des choses et face à cette vérité, généralement, cette personne la nie. Je connais très peu de gens qui peuvent tenir et dire « j'aime faire du mal » ou « j'aime prendre ». Je n'aime pas que les autres aient, je veux qu'ils soient tous inférieurs à moi. Il y en a sûrement quelques personnes et quelques malades, quelques personnes qui ont vraiment besoin de ça, mais c'est loin d'être la majorité des gens. Beaucoup de gens que moi je jugerais tout à fait mauvais, ou en tout cas contre qui je me bats, je sais que la plupart ne tiendraient pas, n'ont pas un socle qui leur permettrait de faire face au mal de cette façon. Ils ont toujours besoin d'une justification. Celui qui a le pouvoir, celui qui vient coloniser, prendre ce qui est à l'autre, a besoin d'une explication, a besoin de dire soit ils ne sont pas vraiment humains, ou soit c'est parce qu'ils ne sont pas civilisés, je vais les aider. Et même aujourd'hui, ils ont besoin de dire, bah écoute, c'est des pauvres. On a besoin, quand on a besoin d'un mensonge pour pouvoir justifier le mal, c'est parce que réellement, au fond, on sait que c'est mal. Et dès que très souvent les changements arrivent, quand la couverture du mal est tirée, quand il est nu, hein, quand ce n'est plus couvert, quand ce n'est plus acceptable, quand on est tous là, face à face, et on regarde la même chose, et on se dit, bon, écoute, quand même, juste venir trouver une femme et la violer, c'est pas ça, quoi. Et combien de gens peuvent tenir tenir nus devant cette vérité? Très peu, très peu. Et la plupart des hommes qui violent vont essayer de t'expliquer, bah oui, bah je lui ai demandé, mais elle voulait vraiment. Elle m'a dit non, mais c'était un oui caché, et puis elle m'a tenté, elle a fait des gestes. Donc, au fond, je pense que les humains savent reconnaître le bien du mal. Et quand ils sont poussés, quand on est ensemble et qu'on le reconnaît ensemble, c'est là où les vrais changements, pour moi, arrivent. Pourtant,
il y a des idéologies du mal, il y a des religions qui peuvent donner du mal quand elles sont dévoyées à des fins de pouvoir, à des fins de patriarcat, etc. Qu'est-ce qui cause autant de souffrance dans le monde? On sait qu'on a un monde où on ne devrait pas mourir de faim aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il y a souffrance au Sénégal et dans le monde, dans plein de pays que tu as visités? D'où vient la souffrance? Quelle est ta lecture de la misère humaine? Je crois que au fondement de la misère humaine, on a le manque de générosité, l'incapacité de partager, la peur de souffrir et la peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Et donc, souvent, je pense qu'on fait souffrir les autres pour ne pas souffrir soi-même. C'est parce qu'on n'est pas confiant en ce qu'on a et ce qu'on peut. Et qu'on croit qu'il n'y en aura pas assez. Cette philosophie de la précarité, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, écoute, je vais assembler le maximum pour moi, pour être sûr qu'au moins je vais survivre, qui n'est pas une vérité. Très souvent, c'est un mensonge, hein. Mais on ne le sait pas au moment où on essaie de se protéger. Il y a aussi, bien sûr, je pense que tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'il y a une jouissance à faire du mal? Je ne le crois pas, mais je pense qu'il y a une jouissance à avoir du pouvoir. Et l'accumulation de pouvoir décider à la place des autres, de pouvoir leur dire ce qu'ils doivent faire, d'avoir des gens à ses pieds et d'être protégé, hein, et quelque chose qui pour moi est aussi ce qui nous pousse vers le mal. Je pense qu'à la racine de la souffrance humaine est aussi la séparation. Les séparations, quand on ne reconnaît pas l'autre comme partie de soi-même. Quand on se détache et qu'on voit l'autre comme autre fondamentalement, je pense que c'est ça le début de la violence. Parce que entre, voilà, dire, bon, l'autre n'est pas moi, il est différent, et il n'y a pas un lien tangible entre l'autre et moi. Cette méconnaissance, je pense, de ce qui nous lie et qui fait réellement notre humanité et le début de la violence. Si on se considère comme être humain, non pas en tant qu'individu, mais comme humain, en tant que groupe humain, on sait que donc on est quelque part lié à tous les êtres et que une fois qu'on crée la séparation entre nous et les autres, on peut ouvrir la porte à la violence, à comment on considère l'autre. Ça peut être du mépris, ça peut être du racisme, ça peut être une mauvaise parole, et ça peut être aussi voilà, le tuer ou lui enlever ce qui lui appartient. Après, ce n'est qu'une question voilà, des tâches, une fois que la séparation est établie. Donc, selon toi, pour combattre cette séparation origine de la violence, ça passe par quoi? La reconnaissance de ce lien, comment l'établir? Est-ce que l'école doit faire ça? Est-ce qu'il faut une éducation populaire si les parents ne le font pas? Est-ce qu'il faut faire des fictions, des films, des chansons qui parlent de ça, ou des livres pour enfants? Très concrètement, si on veut travailler sur le lien humain, on fait quoi? Oui, on l'enseigne, le lien, on le transmet au-delà de l'enseignement. Et je pense que quelque part, ces contes et ces histoires
que je crée c'est une façon de contribuer à cette transmission. Dans la chanson populaire Bambara, on dit que notre humanité, c'est un fil sur lequel nous tirons tous. C'est-à-dire, quand on dit notre humanité, si on l'imagine comme un fil qui lie tous les êtres humains sur lesquels nous tenons. Et que chacun de nous a pour devoir de faire en sorte que le fil ne se brise pas. Parce que comme c'est le même fil qui nous lie tous, notre travail, c'est de le maintenir. Et c'est ça notre humanité. Il n'est pas en nous, il est entre nous. Et ça, nous devons le transmettre. Et trouver tous les moyens sont bons pour le transmettre. Bien sûr que l'école doit transmettre cette humanité. Et je pense qu'il y a maintenant assez de place et assez de temps à l'école pour transmettre l'humanité. On avait une école qui était supposée transmettre les connaissances où les élèves allaient pour apprendre voilà, de quelqu'un qui leur donnait des choses qu'ils n'avaient pas. Aujourd'hui, beaucoup de connaissances sont accessibles à tous. C'est presque, il y a plus grand boulot à faire pour beaucoup, en tout cas beaucoup d'enseignants et de transmetteurs, autre que la transmission de l'humanité, d'être humain. Pour le reste, on a les machines. On peut aller voilà, sur Google ou sur autre chose. Mais il y a quelque chose que les machines ne peuvent pas nous transmettre. Et je pense que ça doit devenir le rôle premier des éducateurs et des enseignants que de transmettre l'humanité. Bien sûr, les parents, dans la famille, c'est là-bas le premier rôle. On apprend à être humain d'abord parce que on nous transmet des valeurs humaines. Non pas qu'on nous dise ce qu'on doit faire, mais qu'on nous fasse humain, qu'on soit humain avec nous pour nous rendre humains. Et ça, c'est primordial. L'éducation populaire, bien sûr, dans la musique, dans les chansons, dans les jeux. Ah bah, écoute, puisque les enfants y sont, dans les films, on doit imaginer tous les canaux de transmission qui peuvent nous ramener à cette humanité, à cette solidarité, à cette confiance en nous, à cette capacité de bouger et de changer. Ce qu'on disait tout à l'heure, cette inertie malgré la conscience. Ah bah, il faut qu'on puisse apprendre à bouger nos corps, à être en mouvement pour le changement. Que ce ne soit plus voilà, quelques personnes qui sont engagées, qui sont dites activistes ou ceci, cela, mais que ça devienne une habitude, une façon d'être. Comment on pourrait s'engager pour cette complicité humaine dont tu parles? Comment on peut augmenter? Les gens ont un boulot, un salaire, des horaires parfois écrasants, ou ils sont au chômage et ils sont dans la désespérance. Comment retrouver cette ardeur à tisser cette complicité humaine? Est-ce qu'il y a des méthodes? Oui, je pense qu'il y a des méthodes et je pense la première est de trouver des chemins pour s'échapper déjà soi-même. Tu l'as dit, quand on est pris par l'étau de la survie déjà, ce n'est pas évident. Mais nous avons vu des humains
dans des conditions encore plus pénibles, plus drastiques, où tu te dis, il n'y a rien à faire. Je me demande s'il y a des conditions plus pénibles qu'être en esclavage. Ou être voilà, corvéable à merci, où on peut physiquement te bastonner, te tuer, où tu ne t'appartiens pas. Et pourtant, les humains trouvent des espaces de créativité, de complicité, de générosité. Et ce sont dans ces espaces que foisonnent aussi les révolutions et les possibilités de liberté. Donc, si ceux et celles qui vont au boulot toute la journée gèrent, voilà, des patrons qui leur disent, écoutez, vous ne produisez pas assez, et reviennent fatigués, se retrouvent en tant que, je ne vais pas dire personne en esclavage, mais en tout cas, quelque part, en tant que personne qui ne trouve plus toujours un sens à leur vie, et reconnaissent qu'ils ne sont pas seuls, que ce n'est pas cette envie qu'ils ont, peut-être qu'ils nient, d'être ailleurs, de faire autre chose, de vivre autrement, n'est pas quelque chose qui leur est unique, et qui commencent à retrouver ceux qui ont ces mêmes envies et à créer des toutes petites marges qui vont grossir et grandir. Donc, très souvent, je pense que c'est dans la créativité. Quand je dis créativité, ce n'est pas seulement la créativité artistique, c'est la créativité des espaces d'échange. C'est de pouvoir trouver ces moments où on peut s'échapper et grandir et voir d'autres possibilités. Tu as des enfants, comment tu essayes de transmettre ça au quotidien, dans l'éducation très quotidienne, manger, dormir, l'école? Est-ce qu'il y a des gestes, est-ce qu'il y a des façons d'être, est-ce qu'il y a une attitude que tu juges optimale pour transmettre cette complicité humaine? Oui. Manger ensemble, ça n'a l'air de rien. De toute façon, il veut bien qu'on mange. Mais pourquoi manger chacun séparément? Parce que nous disons que l'affection, il y a de l'affection dans le partage de la nourriture. Quand je prends et que je goûte, et que tu goûtes la même chose, un lien se crée. Et c'est magique, parce que nous ne sommes pas les mêmes personnes, mais nous partageons ce goût. Et ça peut se faire avec des enfants, avec des vieux, avec des hommes, des femmes, peu importe. Mais j'ai trouvé qu'il y a quelque chose dans le partage de la nourriture qui crée l'affection, par exemple. Au quotidien, c'est quelque chose. Ensuite, c'est dans les histoires. Raconter les histoires. Raconter ce qu'on a vécu. Raconter ce qu'on a imaginé. La même chose qu'on a vu ensemble. Des perceptions différentes qu'on a eues. Je pense que le fait de les partager crée aussi quelque chose. Parce qu'on apprend aussi à se respecter dans la différence des perceptions qu'on a eues. Il y a des choses très simples. S'entraider, créer des choses ensemble, fabriquer des choses ensemble. La difficulté de faire
les choses, quand on les surmonte, ça crée des liens. Et ce n'est pas seulement dans la famille, hein, même dans le travail, entre amis, etc. Le fait de faire des choses ensemble, ça crée aussi ces liens. Aussi, prendre le temps de reconnaître et de rendre visible l'invisible. Hein, parce que c'est tellement plus facile de rester juste dans le concret. Mais les rêves, les actes, tout cela, leur donner forme, mettre des mots dessus, ça aide. J'essaie autant que je peux, hein. C'est pas évident. En tant que parent, je pense que voilà, mes enfants m'élèvent autant que je les élève. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est des punitions, ou de l'ami que l'on doit recadrer, ou du collaborateur que l'on doit recadrer, les sanctions, les désapprobations, comment on fait? Ils sont là, il faut les faire. Je pense que le plus difficile, c'est de les établir avant de les faire. Très souvent, les sanctions, les punitions viennent après le fait. Mais voilà, j'apprends de plus en plus, justement en ayant des enfants, à mettre les règles avant, à s'accorder dessus avant. Qu'est-ce qu'on attend vraiment de l'autre? Qu'est-ce qu'on veut? Et une fois que c'est établi avant, ce sentiment que c'est injuste, voilà, d'être puni, etc. En tout cas, bon, même s'il est là, il est amoindri. C'est-à-dire, bon, on savait, on avait dit que c'est comme ça. On voit bien, et je pense que ça, au-delà de la cellule familiale ou du travail, c'est aussi toute la société. C'est-à-dire, non seulement les règles doivent être établies, préétablies, mais on doit avoir une entente autour de ces règles, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. C'est pas comme si on se réveille, on se dit, ah ouais, ben je savais pas. Ah non, nul n'est ici censé ignorer la loi. Non. Il faut qu'il y ait cette conversation de ces règles et de pourquoi. Et pourquoi ça nous protège et que ça protège notre humanité. Parce que, et pourquoi ces règles sont établies, à quelle fin et pour qui. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Sinon, c'est pénible. Comment tu juges l'Occident? Souvent, dans la lutte pour la décolonisation et dans les combats contre le néocolonialisme, l'Occident est l'Occident capitaliste, l'Occident prédateur, la démocratie, comme parfois on le dit, est pointé du doigt, peut-être à juste titre. Quelle vision tu as, toi, de la société occidentale? Oui, à juste titre, nous sommes là en 2021 et nous sommes obligés de reconnaître qu'il y a une histoire. Et non seulement une histoire, mais qu'il y a un présent qui est oppressant. Autant on reconnaît qu'on a chez nous des dirigeants qui ne pensent qu'à eux, qui sont boulimiques, etc. Autant on reconnaît qu'il y a aussi un Occident boulimique qui aspire un peu, si j'ose dire, la vie à travers le monde et qu'il fait depuis des centaines d'années. Et donc, pour un confort, pour un pouvoir qui, voilà, à la limite, détruit l'Occident lui-même, parce que on est aujourd'hui à un point où
notre bataille pour le changement de paradigme, le changement dans la surconsommation, suraccumulation. Bien sûr, c'est une bataille d'abord pour nos propres vies, pour survivre, pour ne pas se laisser écraser, tuer, mais aussi c'est une bataille tout simplement pour que l'humanité dans laquelle nous sommes puisse aussi survivre, parce que on voit très bien qu'on voit droit dans le mur si on considère comment aujourd'hui globalement on se comporte en tant qu'être humain sur la terre, et que voilà, va falloir faire demi-tour dans ce modèle d'accaparement des ressources et des richesses. Mais ce qui est triste, c'est que comme voilà, l'Occident a donné le ton et le là de la marche du monde, et le monde entier suit ce modèle. Aujourd'hui, ici, au Sénégal, voilà, c'est cette façon d'être qui pousse à l'individualisme, à l'accumulation, etc., est très très bien intégrée par aussi une minorité de gens qui considèrent que voilà, autant être parmi ceux qui gagnent, si on peut les appeler ainsi, plutôt que parmi ceux qui perdent. Et donc, on en arrive non plus à une division Occident et les autres, mais plutôt à une diffusion de ceux qui ont, ceux qui croient et ceux qui ont le pouvoir à travers le monde, et qui sont d'ailleurs très très connectés les uns aux autres un peu partout, et qui laissent en rade le reste, y compris en Occident. Beaucoup de gens qui ne sont pas du tout, qui sont totalement éjectés de ce système dit occidental. Bien sûr, ils ont peut-être certains privilèges ou quelques voilà, choses, mais ils n'ont pas plus que ça. En France, il y a les élections présidentielles de 2022 qui commencent dans des polémiques extrêmement racistes. Et on se sert beaucoup de l'islam pour pointer du doigt et recadrer une partie de la population qui n'est pas tellement blanche de peau. Ici, il y a de la religion. Les musulmans sont majoritaires. Qu'est-ce que tu penses de la religion dans tout ce que tu viens de dire? Parce qu'on peut voir des valeurs musulmanes très nobles dans ce que tu dis, ou des valeurs chrétiennes très nobles. Mais est-ce que la religion risque pas d'être instrumentalisée par les méchants? La religion a toujours été instrumentalisée pour ceux qui veulent du pouvoir, pour ceux qui veulent l'argent, pour ceux qui veulent s'accaparer des ressources. Ça ne date pas d'aujourd'hui, instrumentalisée de différentes manières d'ailleurs, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives d'ailleurs. Je pense que ceux qui ont cette vision du monde qui est un monde où les humanités sont séparées peuvent facilement utiliser la religion pour cela. En termes de valeurs éthiques profondes, et on peut retrouver dans toutes les religions, y compris les religions, je ne sais pas comment on va les appeler, non révélées, puisqu'il y a des religions révélées et qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. On retrouve ces mêmes valeurs d'humanité si on veut, et on fait ce qu'on veut avec vraiment la religion. Et donc ceux qui ont le pouvoir, ils l'utilisent comme ils veulent.
Tu penses que les femmes sont plus prédisposées à tisser ce lien d'humanité dont tu parlais, non pas biologiquement, mais de par, peut-être biologiquement, du fait qu'elles peuvent enfanter et être enceintes, mais aussi de par culturellement leur place un peu de minorité. Est-ce que tu penses que les femmes sont l'avenir de l'humanité à retisser ou non? Je dirais que être femme, c'est vivre dans un monde qui n'est pas fait pour soi. C'est grandir et se bâtir, se défendre, survivre et avoir cette intelligence-là qui, pour moi, du coup, peut servir justement à cette humanité aujourd'hui qui a besoin d'une autre intelligence. Clairement, ce que nous faisons ou la manière dont nous nous comportons est en train de nous mener à notre perte. Et celles qui peut-être ont été lésées dans ce modèle, pour pouvoir survivre, ont dû utiliser d'autres façons de faire. Et pour moi, c'est là où se trouve le secret de cette humanité, de ces liens. Comment on survit quand on n'a rien? Comment on survit quand on nous prend tout? Comment on arrive à faire les choses quand on efface nos voix? Comment on arrive à se parler, à communiquer entre nous et même à arriver à communiquer avec l'autre qui a le pouvoir et qui a tout et qu'on arrive quand même, pas toujours, mais de temps en temps, à l'amener à voir quelque chose en nous. Je pense que c'est une richesse qu'on a. Et ça, je pense que c'est pas seulement les femmes. Très souvent, ce sont les minorités. Bien que les femmes ne sont pas minoritaires, mais en tout cas, les groupes qui se retrouvent en situation, je dirais, d'oppression, d'inconfort, et qui doivent trouver des façons de survivre. Trouvent des façons de survivre. Aujourd'hui, malgré le racisme, malgré le fait qu'il a été déclaré, voilà, qu'être noir, c'était un peu être sous-humain, être moins intelligent, être paresseux, etc. Et qu'il y a encore quelque part ces relents. Malgré le fait que quand on est noir, bon, sa vie ne compte pas autant, on peut mourir en tant qu'enfant pour des maladies qui sont soignées par ailleurs. Il y a des noirs qui survivent. Et nous sommes là. Et puisque nous sommes là, c'est parce que nous avons trouvé un chemin. Et ce chemin-là sera le chemin qui va être emprunté par cette humanité qui perd son chemin. Si on a pu survivre quelquefois sans électricité, sans autre confort, et qu'on a trouvé le moyen de vivre, bah écoute, quand il n'y aura plus d'électricité, il va falloir regarder qu'est-ce que les gens ont fait, comment ils l'ont fait. Si on a pu, voilà, faire pousser, je ne sais pas moi, des oignons sur la pierre en pays de Gonde parce que quelque part on se fait chasser des terres fertiles et on doit se réfugier quelque part, on n'est pas tué, mais finalement on trouve la technique d'aller chercher un peu de terre, de le mettre sur la pierre et de cultiver ce qu'on a à manger et que ce soit florissant. Bah écoute, quand ce sera sec partout, va falloir aller
vers les gens qui ont dû faire ça. Donc, quelque part, aussi pénible que c'est d'être femme, d'être noire, d'être, je sais pas moi, d'une orientation sexuelle différente, d'être artiste, d'être ce qui n'est pas voulu, reconnu, jeté, etc. Dans ça, on peut trouver non seulement des façons de survivre, mais des parcelles de joie, de bonheur, etc. qui peut-être risquent d'être précieux. Qu'est-ce que tu penses d'un concept qui serait l'afro-résistance? Une sorte de panafricanisme qui tirerait de l'Afrique une solution pour l'humanité, ce que tu viens un peu d'évoquer aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a une spécificité possible dans la lutte pour la survie et la lutte pour l'humanité en Afrique? Toi qui as vraiment travaillé sur l'Afrique, qui connais beaucoup d'Africains, beaucoup de talents africains, beaucoup de jeunesse africaine, est-ce que tu penses qu'il y a une afro-résistance qui pourrait donner des choses au monde? Est-ce que tu penses que l'Afrique peut dire des choses au XXIe siècle et a une mission aussi? Tout à fait. Je n'ai pas ce nom, ce mot, afro-résistance. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes là. Malgré tout. Nous n'avons pas disparu. Et non seulement nous n'avons pas disparu, mais nous avons, malgré les difficultés, trouvé des chemins quand même vers le bonheur. Il y a bien sûr des choses exécrables, la guerre, choses, mais nous ne sommes pas misérables. Et nous avons trouvé, peut-être que c'est ça, l'afro-résistance, ou en tout cas, nous avons des moyens de rester là et de faire plus que survivre. Et ça, je me dis, on a des choses à donner à l'humanité. On a, je pense qu'il y a très peu de choses qui ont été entendues de ce qu'on connaît et de ce qu'on a. Et très peu de choses qui ont été vues. Parce que justement, voilà, il y a un modèle dominant et que voilà, tout le monde se rue dans cela, y compris nous. Nous avons besoin de réapprendre, de nous retrouver. Mais il faut cet espace-là. Dernière question. Il paraît qu'il y a un proverbe sénégalais qui dit « de l'homme, l'homme est le remède. L'homme est le remède de l'homme ». Ça te parle? Waaw, nit nitay garabam. Et la traduction réelle, c'est que l'humain est le remède de l'humain. Parce que en Wolof, nit c'est l'humain, homme c'est góor et femme c'est jigéen. Donc on a des mots différents pour dire humain, pour dire l'humain. Et donc, oui, l'homme, la femme, l'être humain tout court est le remède de l'être humain. Ça me parle. Je l'ai vu en action. Voilà, j'ai vu les humains soigner d'autres humains, littéralement. Merci. Merci.